Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume de Digital Loire Valley. Je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau Digitalk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ryan. Salut Ryan. Bonjour. Alors Ryan, tu es fondateur et CEO d'Acrobat. Acrobat, c'est une app qui permet aux marques de toucher des communautés engagées sur les réseaux sociaux, c'est ça? C'est bien ça, oui. Super. Tu es avec nous aujourd'hui pour répondre à une question qui a intéressé beaucoup de monde. Comment booster son marketing grâce aux micro-influenceurs? Et si je t'ai invité, c'est justement parce que tu connais bien le Ouais. sujet de l'influence, le sujet du marketing d'influence. Et je pense que ça va intéresser pas mal de monde de comprendre ce qui se passe réellement en fait dans ce monde de l'influence. On a, je pense, une vision assez caricaturale de ce que peut être l'influence, avec des excès, avec des choses qu'on voit souvent autour de produits très particuliers dans le luxe, dans la cosmétique, etc. Mais tu vas nous expliquer qu'en fait, c'est pas que ça et que il y a beaucoup de manières d'aborder le sujet de l'influence et surtout, ça peut servir à beaucoup de marques et d'entreprises. C'est ça. On va essayer de détabouiser un petit peu le marketing d'influence pour montrer que peu importe la marque ou l'entreprise, on peut faire du marketing d'influence sur les réseaux sociaux. Et on va montrer aussi que le marketing d'influence, ce n'est pas juste faire appel à des célébrités, mais c'est aussi faire appel à des créateurs de contenu qui vont avoir des communautés un petit peu plus basses pour pouvoir justement développer notre marque. Ok, alors j'ai hâte que tu nous parles de tout ça. Juste avant, évidemment, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Je vous précise qu'il y a un sondage qui vous attend dans l'onglet dédié au sondage. La question est très simple, c'est juste de savoir si vous avez déjà réalisé une campagne d'influence sur les réseaux sociaux. Ça va permettre en fait à Ryan d'adapter tout simplement son contenu pour euh, coller au mieux à vos attentes et à votre expérience ou non en matière d'influence sur les réseaux sociaux. Il y a également, évidemment, vous le savez, un espace pour poser vos questions. Donc, on prendra les questions au fil de l'eau et Ryan y répondra avec grand plaisir, bien sûr, pendant la présentation ou à la fin, en fonction du temps qui nous reste. Voilà, je vous souhaite encore une fois la bienvenue et Ryan, je te laisse la main. Super, merci. Alors, on va passer à peu près 30 minutes sur l'explication du marketing d'influence et de comment réaliser un placement de produit. Donc, dans un premier temps, on va vraiment parler plus globalement du marketing d'influence. Pour le définir, on va définir qu'est-ce qu'un influenceur, les différents types d'influenceurs. Ensuite, on verra à peu près les bonnes et mauvaises pratiques sur le marketing d'influence. Et après, je rentrerai un petit peu plus en détail sur comment faire un placement de produit. On parlera du brief produit, etc. Donc, on va commencer dans un premier temps. Qu'est-ce que le marketing d'influence? Le marketing d'influence, il faut savoir que c'est super vieux, c'est pas tout récent. Le marketing d'influence, de base, c'est l'art d'utiliser l'influence, donc pas forcément sur les réseaux sociaux, mais sur les blogs, sur les podcasts, sur les newsletters, etc., pour justement influencer une communauté vers un acte d'achat. En gros. Donc, le marketing d'influence, à l'heure actuelle, ça va être utiliser les créateurs de contenu, peu importe leur nombre d'abonnés, dans le but d'influencer un acte d'achat envers un produit, envers un service, de promouvoir un événement, de faire du drive to store, donc d'attirer des visiteurs dans sa boutique, dans son restaurant, etc. Donc voilà, le marketing d'influence, ça vous sert à promouvoir un événement, un service, un produit au sein de votre entreprise via des influenceurs, des créateurs de contenu. On va aussi parler également des différents types d'influenceurs, puisque ça, c'est des choses qui sont pas forcément hyper claires pour beaucoup de personnes. Il existe différents types d'influenceurs. Donc, on va commencer par les célébrités. Quand on parle de marketing d'influence, généralement, dans 99% des cas, les personnes pensent que c'est faire des placements de produits avec des célébrités. Alors oui, ça représente en vrai 70% du marché de l'influence, mais on peut faire du marketing d'influence avec d'autres types d'influenceurs également, comme les macro-influenceurs. Ça va être des personnes qui vont avoir entre 100 000 abonnés et du coup 1 million d'abonnés. Ces macro-influenceurs sont idéales en gros pour amener de la visibilité sur votre entreprise et pour votre branding. Ça va améliorer votre image de marque, vous amener de la visibilité, donc de la notoriété et donc générer des ventes derrière. Mais il faut vraiment les favoriser, eux, pour le branding. Ensuite, vous allez avoir les micro-influenceurs. Là, donc, c'est des personnes qui vont avoir entre 10 000 et 100 000 abonnés. Ces micro-influenceurs, ils sont top pour générer des ventes.
Pourquoi? Puisque certes, ils vont avoir une communauté qui est un petit peu plus basse, mais ils vont avoir un taux d'engagement. Donc, l'engagement de la communauté va être beaucoup plus élevé que des macro-influenceurs ou des célébrités. Et donc, ces micro-influenceurs sont vraiment idéales pour générer des ventes. Et ensuite, on va voir les nano-influenceurs. Je pense qu'on connaît un petit peu tous des nano-influenceurs dans notre entourage, dans notre famille, enfin, des amis ou autres. Les nano-influenceurs, c'est des personnes qui vont avoir entre 2000 et 10 000 abonnés. On ne peut pas forcément dire que c'est des influenceurs à part entière, mais plus des créateurs de contenu, pour le coup. Et ces nano-influenceurs sont vraiment idéaux également pour générer des ventes, puisqu'ils vont avoir en fait une communauté d'amis, si je puis dire. Donc, on peut très bien placer voilà, des services, des produits, de la promotion d'applications également sur ces nano-influenceurs-là, puisqu'ils vont vraiment avoir une communauté hyper engagée. Et pour les nano-influenceurs, on peut avoir des taux d'engagement qui vont jusqu'à 40%. Donc, c'est juste énorme si on les compare aux 0,3% de taux d'engagement des célébrités. En gros. Donc, il faut vraiment se dire que c'est pas parce que vous aimez un nano-influenceur qui va avoir 3000 abonnés que vous devez le refuser dans votre campagne d'influence, mais vraiment, si vous avez la possibilité dans votre future campagne d'influence de faire de la micro-influence, de la nano-influence et potentiellement en fonction de votre budget de la macro-influence, ça peut être super. On va également voir pourquoi faire du marketing d'influence, puisqu'il faut avoir un objectif pour faire du marketing d'influence. On peut l'utiliser pour développer sa notoriété, donc des réseaux sociaux, développer sa notoriété sur une newsletter, etc. En gros, on peut générer des ventes également, c'est vraiment l'objectif principal. On peut acquérir des abonnés. C'est une méthode qui est pas hyper utilisée, mais on peut très bien faire du marketing d'influence pour promouvoir un de ses réseaux sociaux. Enfin, son réseau social, pardon. On peut promouvoir un événement, donc par exemple une marque qui va avoir un pop-up store, on peut utiliser justement le marketing d'influence, donc inviter là pour le coup des micro-influenceurs sur l'événement. Donc ils repartageront en gros le pop-up store, l'événement sur leur réseau. Et on peut générer du traffic drive to store. Donc je vais prendre l'exemple d'un restaurant, d'un artisan, d'un hôtel, d'un bar, d'un spa, etc. pour amener des personnes à un événement physique. Ryan, j'en profite pour te donner Oui. les résultats du sondage auquel une partie d'entre vous a participé. On est à 87% de gens qui disent non, je n'ai pas réalisé de campagne d'influence sur les réseaux sociaux, c'est nouveau pour moi. Du coup, je pense que ça va être très important que tu nous expliques justement les conditions pour faire facilement de l'influence, mais surtout savoir à qui ça s'adresse, dans quelles conditions ça peut être utile par rapport à mon business, par rapport à mon entreprise. Et puis peut-être les pièges à éviter aussi pour ne pas s'aventurer dans un terrain inconnu de manière trop hasardeuse. Voilà, je te laisse. Super, je te remercie. Donc pour les pièges à éviter, je vais en parler juste après. Comment savoir si vous pouvez faire de l'influence? Il faut respecter quelques conditions pour pouvoir faire facilement de l'influence. Donc, si vous êtes une marque qui a un produit ou une entreprise qui a un service qui répond facilement à un problème, je vais prendre par exemple une marque de cosmétiques qui peut répondre aux problématiques de l'eczéma, vous pouvez faire de l'influence. Si votre produit ou votre service est éligible à de l'achat compulsif, donc par exemple avec un prix assez bas, qui provoque un désir, etc., vous êtes éligible également pour faire de l'influence. Il faut que le produit ou le service soit également social friendly, donc quelque chose qui peut se repartager facilement sur les réseaux sociaux, quelque chose d'assez sexy en termes de design également. Et comme je disais, il faut que ce soit un produit ou un service qui provoque un désir. Par exemple, on peut facilement faire des placements de produits pour une salle de sport après Noël, après le Nouvel An, après les périodes de fête, après Pâques, parce que ça va nous provoquer un désir de changer notre corps justement pour l'été, par exemple. Donc, en gros, le marketing d'influence, on peut penser que c'est éligible uniquement pour des marques, mais si vous avez une entreprise, une entreprise par exemple qui propose des services de remise en forme, qui propose des services à domicile, si vous avez un bar, un hôtel, un spa, un restaurant, vous pouvez faire de l'influence. Il faudra juste adapter par la suite le brief, et ça, je vais en parler juste après en fonction de la thématique de votre entreprise. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, vous pouvez faire du marketing d'influence. Ça va être juste l'approche qui va changer, en gros. Ensuite, on va voir également les bonnes pratiques et donc les pièges à éviter. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent voilà, écoute, Ryan, j'ai 500 € de budget, donc du coup, je voudrais trouver 2 influenceurs et je voudrais faire du all-in sur du marketing d'influence. C'est l'erreur à ne pas faire. Oui, ça veut dire tout miser là-dessus. Tout miser effectivement sur des influenceurs. Pour moi, l'influence doit être couplée
à d'autres stratégies comme la mise en place de campagnes Facebook Ads, Google Ads, mais on ne doit pas miser uniquement sa strat marketing sur de l'influence. Vraiment, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire et c'est très compliqué d'être rentable si on fait juste de l'influence. Ensuite, une erreur qui ne doit pas être faite, c'est se dire je vais faire un seul placement de produit. Dans le marketing d'influence, on peut de moins en moins vendre sur un coup de tête, vendre sur de la compulsion. Donc, le but aujourd'hui avec l'influence, c'est de faire de la récurrence. C'est de rentrer petit à petit dans la tête de l'audience des micro, macro ou nano-influenceurs, dans le but de pouvoir se dire, bah voilà, j'ai vu cette marque il y a un mois, je la revois aujourd'hui, je la vois sur Facebook Ads, enfin je l'ai vu sur Facebook Ads hier. Donc avec cette récurrence, vous allez rentrer dans la tête de l'audience de l'influenceur avec lequel vous aurez fait un placement, et là vous pourrez générer des actes d'achat. Après, également, une erreur que je vois beaucoup trop, c'est de faire un choix sentimental et de dire ah non, j'aime pas ce micro-influenceur-là, mais c'est personnel, donc du coup, je veux pas faire un placement avec lui. Si le micro-influenceur et son audience correspondent à votre persona, il est donc correctement ciblé et donc vous pouvez faire un placement de produit avec ce micro-influenceur-là. Mais il ne faut pas se dire voilà, je n'aime pas son contenu, je n'aime pas sa façon de parler, je n'aime pas ses orientations ou autres, par exemple, donc je fais pas de placement avec lui. Pas du tout. Et également, une erreur à ne pas faire, c'est être mal préparé. Je pense qu'on a tous vu, par exemple, des marques sur M6, enfin des marques sur M6, par exemple, qui passent dans Qui va être mon associé et qui ont une boutique qui ne marche plus au bout de 5 minutes parce qu'on va tous sur leur site après. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'être préparé à avoir de l'afflux sur votre boutique en virtuel ou en physique. Parce que si vous faites un placement de produit avec un influenceur type une célébrité, vous allez générer énormément de trafic. Et si votre boutique crache au bout de 5 minutes, vous allez vous dire, bah mince, je suis pas rentable, donc l'influenceur est pas rentable, alors qu'au final, c'est juste vous qui êtes mal préparé. Donc, je vous conseille vraiment de bien préparer des codes promo, de bien vérifier, par exemple, votre tunnel de conversion, vos frais de livraison, de bien vérifier, par exemple, si votre boutique, si on est sur un événement physique, un pop-up store, de bien vérifier si tout est prêt, si tout est mis en évidence, etc. Et ensuite, donc, au niveau des bonnes pratiques, ça va être vraiment de définir une stratégie en amont. Donc là, on va parler plus particulièrement du brief produit juste après. Je vais faire vraiment un focus environ 10 minutes dessus. Une bonne pratique aussi, c'est de ne pas se fier au nombre d'abonnés. On a parlé des nano et micro-influenceurs. Je pense que quand je vous dis, vous pouvez faire du marketing d'influence sur une personne qui va avoir 3000 abonnés, je pense que vous allez me dire, oui, enfin 3000 abonnés, c'est quasiment rien. Donc pourquoi je ferais du marketing d'influence avec ces personnes-là? Il faut savoir que sur les nano et micro-influenceurs, vous n'avez pas besoin de les payer. C'est vraiment ça l'avantage de ces personnes-là, c'est que vous n'avez pas besoin de les payer, vous avez juste à lui offrir le produit ou le service en échange du placement de produit. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez faire de l'affiliation, donc lui donner un pourcentage des ventes qui seront générées sur ce placement de produit. Mais justement, ne pas se fier au nombre d'abonnés, puisqu'on a beaucoup de marques qui font un très beau retour sur investissement avec des nano et micro-influenceurs. Donc vraiment, ne pas les laisser de côté. Et ensuite, un élément hyper important, c'est d'analyser l'influenceur. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de créateurs de contenu qui vont acheter des abonnés, qui vont faire de l'automatisation, etc. Et donc, du coup, vont avoir des statistiques qui sont faussées. Sauf que si vous n'analysez pas l'influenceur, vous allez voir, bah, top, cet influenceur-là, il a 15 000 abonnés, je vois qu'il a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, etc. Donc, il a l'air top, je vais faire un placement avec lui. Mais malheureusement, en l'analysant, vous voyez qu'il a acheté des abonnés et qu'en fait, il va avoir un taux d'engagement qui va être de 0,5%, par exemple. Donc là, une erreur à ne pas faire, c'est de foncer, de faire le placement sans analyser l'influenceur. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui achètent des abonnés. J'en profite, Ryan, je relais une question de Riam Oui. qui nous demande comment bien choisir et analyser ces influenceurs, comment analyser un retour sur investissement lors d'une collaboration avec un influenceur ou une influenceuse. C'est peut-être un sujet que tu vas Ouais. aborder par la suite? Oui, effectivement. Donc, le ciblage des influenceurs, je vais y venir tout de suite même. Et après, pour analyser le retour sur investissement, je vais le dire maintenant. Donnez à vos influenceurs un code promo. Comme ça, vous pourrez traquer avec ce code promo le nombre de ventes qui sera généré par influenceur. Et donc, faites un code promo par influenceur. Par exemple, si vous avez un influenceur qui s'appelle Amélie, faites un code promo Amélie 10 pour 10% de réduction. Si vous avez un influenceur qui s'appelle Méline, faites Méline 10. Comme ça, vous traquez les ventes qui sont générées par l'influenceur. Par contre, si vous avez un business qui est physique, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, n'hésitez pas à dire à l'influenceur qu'il indique en story ou en publication. N'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. Comme ça, vous bénéficiez d'un pourcentage de réduction quelconque. Et comme ça, les personnes, quand ils vont venir dans votre business physique, vont dire bah voilà, je viens de la part de cet influenceur-là. Et donc, vous, de votre côté, en interne, vous pourrez traquer
ce que ça vous a généré. Après, dans tous les cas, sinon, en termes de visibilité, vous pouvez demander les statistiques après le placement de produit à l'influenceur pour voir le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien, le nombre de personnes qui ont vu la story, qui ont vu le post, l'engagement, etc. Okay, super. Tu parlais des influenceurs qui achètent des abonnés et Rama nous demande justement comment savoir qu'un influenceur a acheté des abonnés. Alors, comment savoir qu'un influenceur a acheté des abonnés? Vous avez des outils comme Favicon qui peuvent permettre d'analyser l'influenceur. Après, ça peut être tout simple. Vous regardez vous suivez l'influenceur, par exemple, vous notez son nom quelque part. Vous attendez qu'il fasse un post. Et s'il a un post qui est hyper récent et qu'il a un engagement différent de ses posts. Par exemple, je sais pas, on va prendre un influenceur qui va avoir 10 000 abonnés, qui va faire à peu près 2000 likes sur sa photo, mais qui publie un post et comme par hasard, là, il va avoir 10 likes. Et vous revenez 6 heures ou 24 heures après, là, il va avoir ses 2000 likes. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une courbe qui évolue comme ça sur les likes. Et généralement, vous allez avoir une explosion sur les premières heures, en gros. Mais c'est très rare d'avoir une évolution pendant 24 ou 48 heures. Donc, généralement, si vous avez un apport de likes ou un apport de commentaires d'un seul coup, c'est qu'il y a de l'achat de followers, il y a de l'achat de likes, de l'achat de commentaires. Et après, vraiment, utiliser Favicon pour déterminer s'il y a vraiment eu de l'achat de followers sur les influenceurs. Okay. Parce que ce que tu décris, c'est si on observe qu'il y a eu un achat de followers pendant le moment où il y a l'activité. Mais je pense que la question, elle se pose surtout avant qu'on regarde l'activité. Justement, Favicon, en fait, vous rentrez le nom de l'influenceur sur Favicon et Favicon pourra détecter s'il y a eu potentiellement de l'achat de followers. Alors, c'est pas de la science exacte, hein, malheureusement, mais ils pourront vous alerter sur potentiellement il y a eu de l'achat d'abonnés. Donc, faites attention de ce côté-là. Donc, maintenant qu'on a un peu plus défini le marketing d'influence, on va voir comment en faire, parce que je pense que c'est quand même une question hyper importante. Donc, on va parler sur comment définir son persona. Donc ça, définir son persona, c'est limite obligatoire même quand on monte sa boîte. Donc, je pense que tout le monde a déjà potentiellement défini son persona, mais on va voir que avoir son persona sert également à cibler les influenceurs avec lesquels on souhaite faire des campagnes d'influence. On va également voir comment écrire son brief produit, puisque le brief produit, c'est un document obligatoire quand on fait du marketing d'influence. C'est ce qui va vous permettre de réussir votre campagne d'influence. Et ensuite, on verra comment rechercher, comment contacter un micro ou un micro-influenceur ou un influenceur lambda. Et ensuite, on verra le jour J du placement. Donc, pour définir son persona, en fait, c'est hyper important. Pourquoi? Puisque ça va nous permettre, comme je disais, de cibler les micro-influenceurs et l'audience type souhaitée pour nos placements de produits. Donc, si je prends un exemple, si on a un persona, par exemple, je sais pas, Julie, 25 ans, adore les produits bio parce qu'on a une marque de cosmétiques bio. Notre persona, on sait qu'on va cibler donc un micro-influenceur qui va avoir une communauté axée sur le bio, avec une communauté entre potentiellement 20 et 30 ans. Et donc, ce persona va nous permettre de se dire, OK, donc, je vais chercher un micro-influenceur qui va aimer tout ce qui est bio ou tout ce qui est attenant au bio. Donc, la food healthy, la cosmétique bio, l'engagement environnemental, etc. Le Made in France aussi également. Et donc, on va pouvoir se dire, je vais rechercher sur Instagram les micro-influenceurs qui correspondent à cette thématique. Comment on fait pour les rechercher? On va y venir justement après. Mais vraiment, définissez votre persona. Donc, son prénom, son âge, ses engagements, ses envies, pour vraiment pouvoir cibler correctement des micro-influenceurs et leur audience. Également, vous pouvez vous permettre de dévier également un petit peu de votre persona. Pourquoi? Puisque l'audience ne va pas correspondre parfaitement au micro-influenceur. C'est possible que le micro-influenceur, lui, ait une mini appétence au bio, une mini appétence pour le Made in France, mais que son audience soit ultra engagée sur le bio et le Made in France, parce que les micro-influenceurs ne copie-collent pas leur personnalité sur leur audience. On va parler donc ensuite du brief produit. Le brief produit, ou également appelé le brief influenceur, comme je disais, c'est un document qui va détailler l'intégralité du projet. Donc, vous allez parler dedans de votre boîte, de votre mission, de vos produits, de vos services, de l'objectif de votre campagne, du nombre d'influenceurs que vous souhaitez faire, que vous souhaitez programmer, du type de contenu que vous souhaitez réaliser, vraiment de plein de choses. On va y venir justement. L'objectif, en fait, c'est de transmettre un maximum d'informations aux micro-influenceurs pour la réalisation du placement de produit. C'est un petit peu comme le cahier des charges d'un site internet, pour vraiment l'imager. Le cahier des charges du site internet va vous permettre de dire aux développeurs, bah voilà, moi je veux ça, ça, ça et ça dans mon site internet. Et ben le brief produit va vous permettre de dire, moi je veux ça, ça, ça et ça dans mon placement de produit. Parce que l'expert en communication, l'expert en marketing, c'est vous.
pas le micro-influenceur. Donc, c'est à vous de structurer, par exemple, votre brief produit avec des méthodes marketing, des techniques de communication. Donc, par exemple, de structurer votre brief avec la méthode AIDA, par exemple. Et ce document, il est vraiment obligatoire. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de faire ce document si vous voulez faire de l'influence, de ne pas vous jeter trop vite dans l'influence en mode bah voilà, je vais faire mon premier placement, etc. Mon brief, je le ferai plus tard. Mais même si vous faites appel à un nano-influenceur qui a 2000 abonnés, vous devez faire votre brief produit, c'est obligatoire. Donc, dans le brief produit, dans un premier temps, on va parler de l'entreprise. Donc, il faut donner des informations sur votre entreprise, donc son nom, quand elle a été créée, vos valeurs, donc s'il y a des engagements sociétaux, environnementaux, etc. Votre mission, c'est hyper important de véhiculer un message sur votre mission et votre why. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, l'audience des influenceurs prône sur l'authenticité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'achats qui se font par rapport à l'authenticité, par rapport à l'engagement, etc. On le voit beaucoup sur les produits bio, l'environnement, le Made in France. Donc vraiment, parlez dans votre brief de votre mission, de votre why, de votre combat. Également, si vous avez un combat particulier envers telle ou telle marque, c'est hyper important. Ensuite, il faut parler de ses produits ou de ses services. Donc, on va parler uniquement des produits ou services qui seront mis en avant lors du placement. Pourquoi uniquement de cela? Puisque si vous avez 20 produits, le micro-influenceur ne va pas pouvoir assimiler 20 produits sur un placement de produit. C'est très compliqué. Donc, parlez uniquement des produits ou services qui seront mis en avant lors de votre placement. Et potentiellement, parlez également d'un ou deux produits que vous pouvez mettre en upsell, donc en plus, lors de la campagne. C'est hyper important. L'upsell, ça va vous permettre en fait, d'améliorer votre retour sur investissement via la campagne d'influence, tout simplement. Pour parler de ces produits ou services, c'est super simple. Il suffit juste de parler de ses avantages, des problématiques auxquelles le produit répond, peut-être de fournir également micro-influenceur, c'est une petite astuce que je vous donne, une vidéo d'utilisation pour qu'ils puissent voir également comment le présenter, comment l'utiliser, et donc du coup potentiellement reproduire aussi cette vidéo. C'est hyper important de fournir une petite vidéo d'utilisation parce qu'il y a beaucoup de placements de produits, par exemple, qui sont faits par les célébrités où on voit le produit qui est potentiellement mal utilisé. Donc ça décrédibilise l'influenceur et votre entreprise en plus. Donc n'hésitez pas même à faire vous-même en interne une petite vidéo d'utilisation du produit pour justement aider l'influenceur dans sa création de contenu. C'est hyper important. Ensuite, on va parler d'inspi. C'est aussi intéressant, alors c'est pas obligatoire, mais c'est intéressant de fournir de l'inspiration à l'influenceur. Donc, par exemple, de dire, bah voilà, nous, on aime bien telle campagne d'influence, ou on a fait telle campagne d'influence avec un autre influenceur qui correspond à votre thématique. On a beaucoup aimé ce post ou la trame de cette story, etc. Donc, n'hésitez pas à donner de l'inspiration à l'influenceur sans l'obliger à créer un contenu. Les influenceurs, ce ne sont pas des comédiens, c'est des personnes humaines comme vous et moi. Donc, n'hésitez pas à leur donner une inspiration, mais ne faites surtout pas de l'imposition, en gros, de lignes artistiques, puisque ça va braquer les influenceurs. Le placement ne va pas paraître authentique et on voit quand c'est du récité, clairement. Donc, voilà, donner de l'inspiration sans trop en donner également. On va parler des objectifs de campagne. Comme je disais un petit peu plus tôt, le marketing d'influence sert à plein de choses, à faire des ventes, des téléchargements d'applications, à générer des abonnements sur les réseaux sociaux, à attirer des leads, à provoquer de la visite dans son business. Donc voilà, définissez en amont de votre brief produit à quoi va servir la campagne et quels sont les objectifs en termes quantitatifs également. Par exemple, bah voilà, sur ce micro-influenceur, je souhaite générer 2000 € de vente et donc du coup, je vais devoir vendre 20 produits. Ou alors, je veux que mon application soit téléchargée une centaine de fois. J'aimerais gagner 100 abonnés ou je veux acquérir 10 leads. C'est hyper important de quantifier également les objectifs de campagne. On est sur de l'estimation, bien sûr, pour que l'influenceur puisse également voir si c'est des choses qui sont envisageables. Parce que si vous dites, bah voilà, nous, on veut générer 1 million d'euros sur un micro-influenceur qui va avoir 10 000 abonnés, c'est des choses qui sont clairement pas envisageables. Le message. Ça, c'est hyper important également. C'est ce qui va rester dans la tête de votre audience, enfin de l'audience du micro-influenceur après le placement de produit. Donc, quel message doit véhiculer la campagne? Tout simplement, bah voilà, par exemple, je vais prendre un exemple, une marque de cosmétiques qui est engagée sur, je vais reprendre l'exemple de l'eczéma. Le message qui doit véhiculer dans la campagne, c'est se dire, bah, c'est trop cool, j'ai vu un placement de produit d'une marque qui est engagé sur l'eczéma infantile parce que justement, le fondateur avait un enfant, par exemple, qui avait de l'eczéma en étant enfant. Donc, le message est hyper important puisque ça va permettre à l'audience de s'identifier dans votre cible.
et donc de vraiment se projeter avec votre produit. Donc le message, c'est quelque chose qui doit être travaillé assez longuement, qui doit être testé et qui doit bouger en fonction du persona que vous allez cibler dans la campagne. Un message, un persona, pas plus. Ensuite, le contenu, c'est aussi une étape hyper importante, c'est de dire à l'influenceur sur quel réseau, sur quel format. Donc les réseaux, ça va être TikTok, ça va être Instagram, ça va être YouTube, ça peut être Pinterest, ça peut être des podcasts, des newsletters, des blogs, etc. Sous quel format? Donc le format, ça peut être des réels, des publications, des stories, des vidéos, des TikTok également. Et donc sur quel support? Est-ce qu'on est sur de la vidéo, sur de la photo, etc. C'est hyper important puisque en fonction du contenu, vous allez générer plus ou moins de ventes, vous allez avoir plus ou moins de visibilité. Et par exemple, sur Instagram, on va potentiellement privilégier des placements de produits en réel et en story si on souhaite générer des ventes hyper rapidement. Par contre, si on veut générer du trafic direct to store, on va potentiellement privilégier le réel et la publication, puisque la publication, elle, va rester plus de 24 heures sur le compte de l'influenceur. Donc voilà, en fonction de vos objectifs de campagne, le contenu sera à déterminer également. Et on va presque finir sur le brief produit, le timing. Le timing, en gros, c'est se dire quand est-ce que je veux que mon placement de produit soit mis en place sur les réseaux sociaux. C'est hyper important puisqu'en fonction également de vos objectifs de campagne, si c'est de générer des ventes, on va éviter les placements de produits à la fin du mois. Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément pensées, mais aujourd'hui, on est dans une situation économique assez compliquée. Donc, si vous voulez maximiser vos ventes, il faut éviter les placements de produits, on va dire, entre le 20 et le 25, puisque c'est des moments du mois où les gens peuvent potentiellement avoir moins d'argent. Et donc, il faut favoriser des placements de produits fin de mois ou début de mois quand les personnes ont leur paye, ou alors aux alentours du 5, du 10 du mois, par exemple. Donc, vraiment, ça, c'est des choses qui sont à réfléchir et ça s'adapte également en fonction du persona. Mais c'est hyper important de sélectionner le timing, la date, l'heure également à laquelle sera mis le placement de produit. Ça, ça va voir avec l'influenceur. Vous devez voir quand sa communauté est plus ou moins active. Si vous voyez que sa communauté est active à partir de 18h, vous faites le placement de produit à partir de 18h. Donc voilà, ça, le timing, ça a vraiment pour but de favoriser le retour sur investissement de votre campagne. Une petite astuce, c'est de demander à valider le contenu avant la publication du placement de produit. Pourquoi? Puisque, comme je disais, vous donnez de l'inspi, mais vous ne donnez pas de ligne directrice. Donc, c'est toujours bien de demander le contenu avant pour voir s'il correspond bien aux valeurs de votre marque, pour voir si ça ne dénature pas ou ça ne décrédibilise pas votre marque. Et donc, potentiellement, si vous voyez une petite erreur dans le message qui doit être véhiculé, dans votre mission, votre why, etc., là, vous pouvez faire la correction avec l'influenceur. Mais une fois que c'est publié, malheureusement, c'est impossible à modifier et à supprimer après, c'est compliqué. Donc, vraiment, valider avant publication le contenu auprès des influenceurs. Est-ce qu'il y a des questions, Guillaume? Alors, il y a une question, je pense que tu vas y venir après. Ouais. C'est la question d'Anne-Gaëlle qui demande comment trouver des influenceurs spécifiques à nos domaines d'activité simplement. Peut-être que ça fait partie du point d'après sur comment on se prend pour identifier les bons influenceurs et les contacter. En tout cas, on comprend bien que dans l'ordre, la première étape, c'est pas de chercher des influenceurs, c'est de bien expliquer ce dont on a besoin. Et je pense que ce travail sur le brief, ce que tu décris, c'est vrai que c'est assez long, il y a beaucoup d'étapes. Ça peut être un peu fastidieux, mais je pense que c'est un très bon exercice pour s'assurer que on est soi-même au clair sur ce qu'on veut. C'est ça. Parce que si on se rend compte qu'en fait, il y avait des trucs, c'est un peu incohérent, ou alors on en demande trop, etc., rien que le fait de l'écrire, ça montre que finalement, on a encore besoin de travailler un peu le sujet avant d'aller contacter les influenceurs. Justement, effectivement, le brief, c'est obligatoire à faire avant le placement de produit, comme je disais, puisque ça vous permet aussi de vous projeter, vous, sur le futur de votre marketing. Puisque dans le brief produit, on voit énormément de choses qui, au final, sont valables aussi sur du marketing classique. Là, on parle de brief produit pour de l'influence, mais définir sa mission, son why, son persona, c'est des choses qui sont valables dans le marketing général. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui doivent être travaillées en amont des campagnes d'influence et même en amont de toute campagne marketing globale, j'ai envie de dire. Donc voilà, si vous avez des choses à faire, par exemple, si vous lancez votre boîte prochainement ou si vous avez déjà votre boîte, c'est de se dire, voilà, je travaille mon persona, je travaille potentiellement mon brief produit et ensuite je vais me projeter dans mes futures campagnes marketing, que ce soit de l'influence ou non, en gros. Et donc oui, je vais justement venir à comment trouver ces fameux influenceurs, mais là on va plutôt parler des micro-influenceurs, comme c'est la thématique du Digitalk. Pour trouver des micro-influenceurs,
c'est assez long et c'est assez compliqué. En fait, il faut se rendre par exemple sur Instagram. Sur Instagram, vous avez donc, si vous prenez la petite loupe en bas à gauche de votre application, vous pouvez trouver via une barre de recherche des micro-influenceurs en fonction du compte, en fonction de l'hashtag et en fonction de la localisation. Si on veut trouver par exemple des influenceurs nichés sur l'environnement ou sur tout ce qui est bio made in France, on va se rendre sur le petit hashtag, donc, qui va être un petit peu vers la droite, et on va rentrer les hashtags bio, les hashtags made in France, les hashtags ILSI, les hashtags environnement par exemple, et là on va se retrouver avec des influenceurs, des micro-influenceurs, des nano-influenceurs ou des macro-influenceurs qui vont créer du contenu via ces hashtags-là. Et donc justement, s'ils créent du contenu, du contenu via ces hashtags-là, ça veut tout simplement dire qu'ils vont avoir un compte sur ces thématiques-là. Et donc bah, là, vous trouvez après les micro-influenceurs ou des plus gros influenceurs qui vont rentrer dans cette thématique-là. Après, ce que vous pouvez faire, du coup, c'est rentrer les comptes des influenceurs que vous trouvez sur Favicon ensuite pour justement voir s'ils ont des faux followers. Et après, vous pouvez les contacter, ça, on va voir comment faire. Voilà, vous pouvez également les cibler par localisation. Si vous ouvrez un pop-up store sur Paris, vous pouvez cibler donc du coup les micro-influenceurs qui vont justement mettre des publications à Paris. Alors faites bien attention puisqu'il y a beaucoup de personnes qui prennent juste des photos en visite à Paris et donc ne contactez pas des personnes qui sont juste en visite à Paris. Si vous voulez promouvoir un pop-up store parisien, faites pas cette erreur-là puisqu'on voit beaucoup de personnes qui perdent des fois 2 ou 3 jours à contacter des micro-influenceurs d'une localisation précise, alors qu'en fait, ces influenceurs-là sont juste en voyage, sont juste en famille, etc. Donc, c'est assez compliqué encore de rechercher facilement des influenceurs par localisation. Moi, de mon côté, donc, quand Guillaume m'a présenté, il a présenté donc Acrobat. Acrobat, ça vous permet en fait de toucher des communautés engagées. Et nous, notre mission, c'est de faciliter et de simplifier tout le parcours du marketing d'influence au global, donc de la recherche d'influenceurs au placement de produits. C'est pour ça qu'en fait, on a développé un outil qui vous permet de rechercher de façon simplifiée des micro-influenceurs qui correspondent à vos besoins. Donc, on peut rechercher des micro-influenceurs en fonction de leur audience, en fonction de leur âge, en fonction de leur taux d'engagement et également des niches. Là, on n'a pas besoin de cibler par hashtag, c'est beaucoup moins long. On peut très bien choisir une niche nature, beauté, voyage, parentalité, éco-responsable ou bio, et vous allez avoir les micro-influenceurs qui correspondent automatiquement à cette niche-là. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et on a également développé un système de géolocalisation des micro-influenceurs qui vont permettre également donc, de cibler des micro-influenceurs par rapport à leur lieu de résidence et pas leur lieu actuel. Donc là, ça va être top pour promouvoir des restaurants, des business physiques, des bars, etc. Une fois que vous avez trouvé vos micro-influenceurs, par exemple sur Instagram, vous allez devoir les contacter. Ça, c'est hyper compliqué puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi en me disant excuse-moi, Ryan, comment on contacte un micro-influenceur? Est-ce qu'on lui envoie un DM? Est-ce que je peux le tutoyer? Est-ce que je lui envoie un petit mail comme ça pour lui dire que j'ai envie de faire un placement de produit? Faut savoir que les micro-influenceurs, ils sont quand même sollicités énormément. Donc, vous devez vous démarquer de la concurrence et vous devez en fait tout simplement solliciter l'intérêt du micro-influenceur envers votre produit, envers votre marque. Donc, comment on fait? Tout simplement, pour contacter un micro-influenceur, vous allez sur son profil, vous prenez son mail. Petite astuce, n'hésitez pas à parler des contenus qu'il crée, tout simplement. Vous pouvez dire bonjour Théo, je me permets de te contacter parce que je viens de voir ta dernière publication, je vois que tu es à Paris, c'est super cool. Nous, on est une marque engagée qui fabrique des t-shirts made in France. On ouvre prochainement un pop-up store parisien et par rapport à ta thématique, on aimerait vraiment que tu viennes visiter notre pop-up store. Voilà, on t'offrira des t-shirts. Tu peux venir avec une personne également. On lui offrira un t-shirt également. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment construire votre mail avec la méthode AIDA pour vraiment susciter l'attention, l'intérêt, le désir du micro-influenceur et donc lui donner envie de collaborer avec vous tout simplement. Ensuite, il y a la négociation. Il y a des influenceurs ou des micro-influenceurs qui vont vous demander une facturation, donc ils peuvent potentiellement vous demander plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros. Donc, il y a l'étape négociation, c'est de vous dire, voilà, écoutez, moi, sur une première collaboration, j'ai un budget de temps, ou moi, sur cette collaboration, je suis prêt à vous offrir le produit ou le service, et après cette étape de négociation, vous allez potentiellement pouvoir faire le placement de produit. Sur les micro-influenceurs, il y a très peu de négociations à faire, puisque comme je disais, on est sur du gifting, donc sur de l'envoi de produits ou sur de la gratuité de service.
service. Et donc là, du moment que vous envoyez le produit gratuitement, en fait, il y a quasiment aucune négociation. Donc là, dans le mail, vous avez juste à dire, voilà, nous, ce qu'on te propose, c'est de t'offrir un pack de produits d'une valeur de 150 € et de faire un concours pour faire gagner un second pack de produits, par exemple, à ta communauté. Donc voilà. C'est pareil, vous pouvez utiliser le marketing d'influence pour faire des concours, gagner en notoriété. J'en ai pas parlé, mais c'est faisable. Donc je pense que cette prise de contact, elle peut être assez compliquée puisqu'il y a plusieurs étapes. Il faut aller sur le profil, il faut trouver les coordonnées. Des fois, quand il n'y a pas les coordonnées, c'est super compliqué. On le contacte en DM, il nous renvoie par mail, on négocie, on fait le placement. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a développé, nous, une sorte de prise de contact simplifiée également sur Acrobat pour vous permettre, en fait, en un clic, de faire un placement de produit une fois que vous avez trouvé un profil qui vous plaît. Comment ça se passe? Alors là, je n'ai pas de vidéo animée vu qu'on est en PDF. Mais vous avez trouvé un profil sur Acrobat, vous cliquez sur voir le profil, proposer un placement, vous remplissez un formulaire en mettant du coup votre brief produit dessus et l'influenceur accepte ou non directement le placement. Donc, ce que vous faites sur Instagram en 2 jours, avec Acrobat, vous le faites en 2 petites minutes. Un petit bonus qu'on propose sur Acrobat, c'est qu'on peut lancer des campagnes de marketing d'influence jusqu'à 20 micro-influenceurs. Donc, comme je disais au départ, on parle de récurrence. La récurrence, c'est hyper important pour rentrer dans la tête de l'audience de vos micro-influenceurs. Et donc, sur Acrobat, vous pouvez lancer en simultané une campagne jusqu'à 20 micro-influenceurs pour justement se dire, voilà, moi, pendant 3 mois, 4 mois, je vais programmer un placement de produit avec un influenceur chaque semaine. En gros. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Il n'y a pas de nouvelles questions, Ryan. Je rappelle aux auditeurs, auditrices que bien évidemment, vous pouvez poser toutes vos questions dans l'espace dédié ou réagir dans le chat, bien sûr. On a encore du temps pour approfondir. Justement, Ouais. Jordan nous pose une question. Que penses-tu de la micro-influence et le luxe? Est-ce que c'est compatible? Comment ça marche? Alors, Parce que merci souvent, pour la côté question. un peu bling-bling, Ouais. côté célébrité, on comprend bien, mais est-ce que côté micro-influence, ça a du sens? Alors, pour moi, faire de la micro-influence avec du luxe, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, du luxe, c'est acheté par énormément de personnes et aujourd'hui, il y a énormément de marques de luxe qui ont un persona d'une personne d'un salarié classique qui va toucher 1200 ou 2000 € par mois, par exemple. Et donc ça, c'est l'audience moyenne des micro-influenceurs. Donc pour moi, c'est hyper intéressant quand on a une marque de luxe ou qu'on est dans la thématique de luxe, de faire des placements de produits avec des micro-influenceurs, parce que le luxe va intéresser 99% de la thématique du micro-influenceur, qu'on soit sur du bio, qu'on soit sur des services de luxe, qu'on soit sur de la maroquinerie de luxe ou autre, ça va intéresser un maximum de personnes. Et l'avantage du luxe, c'est généralement que les marques de luxe ne payent pas les influenceurs. Si on prend l'exemple de grandes marques de luxe qui vont faire des promotions de sacs de luxe qui coûtent plusieurs milliers d'euros, généralement, les marques de luxe vont offrir le produit à l'influenceur et il n'y aura pas forcément de rémunération. Après, pour les marques de luxe qui vont avoir des prix d'achat à plusieurs milliers d'euros ou à plusieurs dizaines de milliers d'euros, il y a un bon ciblage qui est à faire puisqu'on ne va pas forcément, en fonction de nos objectifs de campagne, toujours cibler un nano-influenceur qui va avoir 3000 abonnés si on sait derrière qu'on ne pourra pas générer par exemple 10 ventes à 2000 € pour amortir le coût d'envoi du produit, en gros. Donc pour moi, c'est hyper intéressant de faire des placements de produits dans le luxe. Après, ça va demander un ajustement du brief, ça va demander une bonne réflexion au niveau du persona. Mais pour moi, c'est hyper intéressant de le faire. Et surtout sur TikTok en ce moment, qui est un réseau social qui perce énormément, qui permet de véhiculer un message hyper intéressant puisqu'on est sur de la vidéo à 100%, sur des formats hyper intéressants avec un watch time qui peut être aussi intéressant s'il y a un bon message qui est véhiculé. Donc pour moi, les marques de luxe, elles devraient être présentes sur TikTok et donc faire de l'influence sur TikTok en priorité aujourd'hui. Super, merci Ryan. Donc, très belles opportunités en perspective pour le luxe côté micro-influenceur. On a une autre question de Julien. Alors là, on est sur un créneau d'influenceur un peu au-dessus. Ouais. Il a contacté un influenceur qui a 450 000 vues en moyenne par vidéo. Donc, Okay, c'est ouais. quand même déjà assez sérieux. Ouais. On est un peu plus qu'au niveau micro. Pour un événement, il demande 15 000 € minimum. Qu'est-ce que tu penses de ce pricing? Alors, moi, je n'ai pas un point de vue négatif sur le pricing parce que
Dépenser 15 000 euros, c'est un investissement avant tout. Aujourd'hui, si vous dépensez 15 000 euros pour avoir un retour sur investissement de 10 et que ça va vous générer 150 000 euros, pour moi, c'est un investissement qui est positif. Ce qu'il faut voir, c'est, OK, il a 450 000 vues en story, donc il faudrait voir à peu près la proportion de son audience qui rentre dans votre persona. Parce que si votre persona, c'est un homme, par exemple, hein, j'imagine un homme entre 25 et 35 ans, et bien potentiellement, sur ces 450 000 vues en story, il y en aura peut-être que 200 000 qui seront adaptés à votre objectif de campagne, à votre persona. Et donc là, déjà, on va toucher quand même 2 fois moins de personnes. Ensuite, il faut se dire que sur ces 200 000 vues en story, par la suite, vous n'allez pas faire tout simplement 200 visites sur votre site web. On peut très bien se dire, et je vais prendre un exemple, peut-être il y en aura seulement 10% qui vont arriver sur mon site internet, sur mon événement, etc. Donc, on peut potentiellement se dire que sur ces 200 000 vues, ensuite, on va avoir 20 000 personnes qui vont venir sur mon site internet. Sur ces 20 000 personnes, on se doute bien, je ne vais pas avoir 100% d'achat ou 100% d'inscription, 100% de réservation, etc. Donc là, vous prenez votre taux de conversion. Si on est sur un business online, une marque, et que vous avez un taux de conversion moyen de 3%, vous faites 20 000 sur votre taux de conversion, tout simplement. Et ensuite, vous pouvez voir potentiellement le nombre de ventes que vous allez générer avec cet influenceur-là. Donc, pour moi, le pricing, je ne pourrais pas dire comme ça si je le trouve élevé, si je le trouve trop bas, etc. Mais il y a une calcul à faire pour estimer potentiellement son retour sur investissement. Et si derrière, vous voyez que vous pouvez générer, je ne sais pas, 100 000 euros, pour moi, 15 000 euros, ça va être intéressant. Ok, super. On a d'autres questions qui Ouais. arrivent, Ryan. Je me permets de les donner. Alors, sans oublier que tu n'as pas terminé la presse. Ouais, j'en ai encore pour 5 minutes à peu près. Ce que je propose, c'est que moi, j'ai bien noté vos questions. Continuez d'en poser. Je te laisse terminer peut-être sur les étapes à mettre en œuvre sur la collaboration et après, on prendra les questions. Alors, vu qu'on a vu comment faire un brief, comment du coup cibler les influenceurs, maintenant il n'y a plus qu'à attendre le placement de produit, attendre le Graal que tous les entrepreneurs attendent, c'est de voir son produit promu sur les réseaux sociaux. Comme je disais, il y a la préparation qui est hyper importante. Si vous savez du coup que le placement de produit est fait, je ne sais pas, le 29 avril, eh ben, préparez votre site internet, votre business en conséquence pour le 29 avril. Pourquoi j'en reparle vraiment? Parce que c'est hyper important. Il y a vraiment trop d'entrepreneurs qui loupent leur campagne d'influence parce qu'ils ne sont pas préparés, parce que leur site crash, parce qu'au dernier moment, en fait, ils ont oublié d'activer le code promo. Et malheureusement, quand on oublie d'activer un code promo, les gens n'achètent pas, quoi, clairement. Donc vraiment, préparez-vous. Limite, faites une fausse commande ou demandez à vos proches de simuler un acte d'achat, de voir si le parcours correspond, demander à vos clients si tout se passe bien juste avant. Mais voilà, vraiment préparez-vous pour le jour J, pour le placement de produit, puisque si vous loupez votre campagne d'influence, vous allez potentiellement perdre 15 000 euros pour le coup. Donc vraiment, soyez préparés au jour J et donc mettez tout en œuvre, du retargeting, de l'emailing, des codes promo activés. C'est pareil, petite astuce, si vous avez un code promo par exemple Méline 10, n'hésitez pas à créer des codes promo avec des erreurs également, par exemple Méline avec 2 E, Méline 10 avec DIX en lettres, parce qu'il y a beaucoup de personnes, d'audience qui vont pas forcément écrire correctement le code promo. Donc, n'hésitez pas à créer des codes promo avec des erreurs. Comme ça, si jamais des erreurs sont faites lors de l'acte d'achat, au moins le code promo passe et donc il n'y a pas de frustration et donc la vente n'est pas perdue. Ça, c'est vraiment la petite astuce que je conseille vraiment à chaque marque. Une petite astuce de fin également, pensez à bien mettre en place les pixels Facebook et TikTok pour pouvoir faire du retargeting. En 2 petites secondes, le retargeting, c'est quoi? C'est balancer une campagne pub sur Facebook et TikTok et Instagram pour le coup sur les personnes qui ont visité votre site internet. Donc ça vous permet de créer une campagne de pub type où vous repartagez le contenu de l'influenceur en disant voilà, écoutez, je vois que vous n'avez pas acheté, mais voici un code promo supplémentaire de 10% ou voici un produit offert, etc. derrière si vous achetez mon produit. Donc vraiment, l'astuce de fin pour maximiser le retour sur investissement de ces campagnes, c'est vraiment de bien mettre en place sur votre site internet les pixels Facebook et TikTok pour pouvoir faire du retargeting. C'est hyper important et ça favorisera du coup le retour sur investissement. Et le petit cadeau de fin, on offre aujourd'hui sur ce Digitalk un accompagnement stratégique offert d'environ 45 minutes, 1 heure pour les 5 premières personnes qui me contactent justement via LinkedIn. Donc, par exemple, si vous lancez une campagne d'influence et que vous voulez avoir un avis sur votre campagne d'influence, si vous ne savez pas encore précisément si votre marque
peut faire de l'influence, si votre business peut faire de l'influence, si vous avez encore des doutes sur tel ou tel influenceur, ou peu importe la problématique en fait que vous rencontrez aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn avec les coordonnées qui sont ici pour que je puisse vous accompagner sur une session gratuite de 45 minutes sur votre stratégie d'influence, sur votre campagne ou autre. Voilà. Super, Ryan. Merci beaucoup pour ce beau cadeau à la communauté. Et pendant que vous vous ruez tous et toutes sur le LinkedIn de Ryan, je vais prendre du coup les questions qui sont en attente. Riam nous demande quel est le timing moyen d'une collaboration. Est-ce qu'il faut compter 3 mois minimum? Est-ce que voilà, Alors, combien de temps il faut? ça va dépendre du micro-influenceur. N'hésitez pas à lui demander également comment il est booké. Parce que les influenceurs vont faire des placements de produits assez fréquemment. Donc, n'hésitez pas à demander à l'influenceur un calendrier des placements de produits qu'il va exécuter prochainement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ensuite, idéalement, comptez 2-3 semaines, parce que ouais, y a l'envoi du colis, il y a le temps que l'influenceur reçoive le colis, surtout si en plus le livreur ne peut pas avoir l'influenceur, donc ça va être déposé au point relais, il faut que l'influenceur aille le chercher, etc. Donc comptez au minimum 3 semaines, et après voilà, adaptez votre timing en fonction des placements de produits qui sont effectués par l'influenceur. Par exemple, si vous voyez au bout de la 3e semaine que l'influenceur a prévu, je ne sais pas, un placement par jour, et que la semaine d'après, il a beaucoup moins de placements, bah, n'hésitez pas à repousser le placement, enfin à prévoir une semaine de plus sur le timing pour rentrer sur une semaine où il y aura très peu de placements de produits. Donc, il n'y a pas de timing précis, comptez minimum 3 semaines, mais adaptez-le après en fonction du micro-influenceur. Mais n'hésitez pas à lui demander pour lui aussi quel est le moment idéal en fonction de ses statistiques, en fonction de lui également, à quel moment il serait prêt à faire votre placement. Sachant qu'il y a aussi un élément important en question timing, on en a parlé tout à l'heure, c'est le temps en amont sur la prise de contact, l'identification d'abord, la prise de contact, etc. Donc là, oui, je pense que ça peut prendre du temps, notamment avec la manière de faire un peu traditionnelle. Et c'est là où, comme tu l'as expliqué, Acrobat propose justement de gagner du temps et donc de mettre en place une collaboration plus rapidement. C'est ça, effectivement. Si vous le faites de façon manuelle et traditionnelle, préparez vos campagnes d'influence limite 2 mois avant de vous lancer. Par exemple, les campagnes là pour la fête des mères ou en mai, c'est quoi? C'est la Ouais, c'est dans quelques semaines en fait. Les campagnes de Noël, les campagnes pour le Black Friday, les campagnes de fête des mères, fête des pères sont préparées plusieurs mois en amont pour arriver 2-3 semaines avant justement la période de fête, avec tout qui est ficelé, tout qui est prêt, et l'influenceur a déjà préparé justement les contenus. Donc, c'est 8 mai pour voilà. la fête des Et mères, ben là, là, vous pouvez plus faire d'influence, clairement. Par contre, ce que vous pouvez faire, on est le 28 avril, c'est de préparer vos campagnes d'influence pour l'été. Et petite astuce, pour le Black Friday, les influenceurs sont énormément bookés. Donc, je vous invite, si vous souhaitez profiter du Black Friday, à booker les influenceurs pour le Black Friday maintenant. Ok. Merci Ryan. Je prends une autre question. Alexandre nous demande si la micro-influence est pertinente pour un CFA qui veut recruter des candidats en post-bac. Alors, c'est très intéressant parce qu'on parle quand même de formation. On n'est pas du tout sur du placement de produits au sens un peu les exemples que tu as pris sur des produits physiques. Il n'y a pas de sujet de livraison, etc. On est sur la promotion d'une formation. Alors, si je le faisais moi-même, ce que je ferais effectivement, alors déjà oui, la micro-influence serait pertinent. Après, tout dépend effectivement le persona, parce que même pour un centre de formation, vos élèves répondent à un persona de toute façon. Donc il va falloir cibler des micro-influenceurs qui vont répondre à ce persona. Mais moi, je pense que c'est totalement pertinent. Et sur TikTok, en plus, parce qu'on va avoir une audience qui est assez jeune. Là, pour le coup, par contre, il faudra rémunérer le micro-influenceur, puisqu'on ne pourra pas forcément lui offrir de la formation au CFA, on ne pourra pas lui offrir un service ou autre. Donc là, il y aura une rémunération qui sera à voir avec le micro-influenceur obligatoirement. Mais moi, je pense que ça peut être pertinent et on peut jouer justement sur un petit côté assez fun, assez décalé sur TikTok, avec la visite du CFA, le micro-influenceur qui présente une journée type au CFA, par exemple, ou une semaine type au CFA, ou comment ça se passe au CFA. Mais je pense que ça peut être quelque chose qui est à faire. Et en plus, justement, avec Acrobat, on peut cibler géographiquement des influenceurs avec une limitation en plus géographique, donc à X kilomètres d'un point ou d'une ville. Donc, je pense que ça peut être hyper pertinent et hyper intéressant aussi en termes de retour sur investissement, mais il faut vraiment bien travailler justement le brief en amont.
Ok, super. J'ai déjà vu des choses qui s'en rapprochent, notamment pour faire la promotion de certaines entreprises, des Ouais, industries, des choses qui ne sont pas forcément faciles d'accès ouais. et qu'on a besoin de montrer quand même. Mm, mm. Et j'ai déjà vu des exemples comme ça. Je pense qu'on peut assez facilement trouver de l'inspiration sur Internet. Oui. Il en existe un peu. En tout cas, il faut, je pense, être créatif. C'est ça. En fait, vraiment, il faut vraiment se démarquer des placements de produits qui sont faits du style, voilà, je présente juste le produit, bonjour, ça permet d'éliminer les boutons ou venez manger, c'est super bon. Il faut vraiment avoir un côté où on se démarque de ses concurrents et justement avoir ce petit côté fun, ce côté jeune, ce côté moderne. Et ça passe beaucoup par TikTok en ce moment, en tout cas. Super. Je prends une question de Jacques qui demande si le placement d'une application est Mhm. propice au marketing d'influence. Par exemple, application bancaire pour les propriétaires d'animaux, nous Ouais. dit Jacques. Est-ce qu'une app, on peut la placer? Alors, super question parce que justement, on accompagne une startup dans la promotion de son application. C'est une application mobile de désendettement, pour le coup, la startup qu'on accompagne. Donc, on est un petit peu aussi sur l'aspect financier. Donc, oui, on l'accompagne puisqu'on va venir favoriser en fait le téléchargement d'applications pures. Donc, c'est des choses qui sont faisables. Là, encore une fois, on adapte le persona, on adapte le brief, mais c'est des choses qui sont faisables, qui sont même déjà faites sur le marché de l'influence. Donc non, honnêtement, une application bancaire, c'est ça pour les propriétaires de chiens, Mhm. les Ouais, propriétaires par d'animaux. exemple, oui, c'est un exemple, Ouais. hein. Tout peut être fait sur l'influence, du moment qu'on adapte l'influenceur, qu'on adapte le brief. Quasiment tout peut être fait sur l'influence, avec un petit peu d'imagination. Ok, super. Question de Rama, enfin, qui demande si c'est courant que les influenceurs ne soient pas rémunérés. Et si une rémunération est demandée, généralement, on est sur quel niveau de... Alors, c'est hyper courant que les micro-influenceurs n'aient pas de rémunération. En fait, c'est tout simplement par rapport à leur nombre d'abonnés. Ils vont pas forcément demander de rémunération. On a certains micro-influenceurs qui vont demander des rémunérations parce que ils vont avoir un très fort taux d'engagement, ils vont avoir un nombre d'abonnés qui commence à pas mal augmenter. Par exemple, si on approche des 50 000 abonnés, là, les micro-influenceurs vont commencer à demander potentiellement une rémunération. Pour la rémunération, il n'y a pas de science exacte. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre du profil du micro-influenceur, de son nombre d'abonnés, de son taux d'engagement, de ses vues en story, de la pertinence du persona également avec l'audience du micro-influenceur. Il n'y a pas vraiment de science exacte. Et je ne peux pas vous dire, bah voilà, un micro-influenceur à 30 000 abonnés, ça coûtera 100 euros, ça coûtera 100 euros ou inversement. Il n'y a pas de science exacte. En fait, vraiment, comment se dire si le tarif que me demande le micro-influenceur est intéressant, faites le calcul par rapport à votre retour sur investissement estimé. Comme je disais, prenez ses vues en story, prenez son engagement, divisez-le par 10 par exemple, multipliez-le avec votre taux de conversion moyen et là, vous pouvez avoir votre taux votre retour sur investissement estimé. Et si vous voyez que vous avez enfin, des ventes estimées à 10 000 euros et que la micro-influenceur coûte 500 euros, oui, c'est pertinent d'y aller à ce moment-là. Je pense qu'effectivement, c'est important ce que tu dis là, Ryan. Il faut sans doute se méfier de choses qu'on pourrait lire ou qu'on pourrait entendre sur le web avec des chiffres tout faits. Ouais. Je pense que c'est vrai de toute façon, d'une manière générale, sur le marketing, sur la publicité. C'est extrêmement périlleux de se fier à des chiffres comme ça, parce que finalement, ça dépend énormément de ce qu'on vend, du chiffre d'affaires qu'on génère C'est quand on ça. fait des ventes. C'est très personnel finalement. Et les chiffres qu'on peut trouver veulent tout dire et rien dire en même temps. Il faut vraiment faire une analyse du retour sur investissement par rapport à son propre produit et sa propre habitude de vente, quoi. Totalement, en fait, les personnes qui vont vous dire, bah voilà, moi pour ce micro-influenceur, ça sera 300 euros, ça sera 500 euros sans l'avoir analysé, ou alors les personnes qui vont dire, bah, les micro-influenceurs entre 30 000 et 100 000 abonnés, c'est X euros. C'est pas forcément faux, mais c'est biaisé et c'est pas la vérité, clairement. Par exemple, un même micro-influenceur, si on fait un placement un lundi ou un week-end, peut avoir un tarif totalement différent parce que son audience va être moins active le lundi et elle peut être hyper active le week-end. Et donc bah là, du coup, le tarif de placement de produit peut aller du simple au double, en gros. Donc, il n'y a pas de tarif exact encore. De toute façon, généralement, on sollicite plusieurs influenceurs et donc Ouais, ça permet d'avoir peut-être des propositions différentes, c'est de ça. voir à peu près dans quelle fourchette ça se situe. Totalement, totalement. Après, on peut benchmarker aussi du coup les micro-influenceurs. On peut très bien se créer un petit tableau Excel
du style nombre de vues, nombre de commentaires, taux d'engagement, abonnés. On leur met peut-être un petit scoring, etc., en corrélation avec le prix. Et après, en fonction du scoring, on peut voir quel micro-influenceur peut être pertinent sur mes campagnes. Après, justement, là, l'avantage aussi d'Acrobat, la solution que j'ai développée, c'est que tous nos micro-influenceurs qui sont présents sur notre application se font des placements de produits uniquement au gifting. C'est-à-dire que tous les micro-influenceurs que vous trouvez sur Acrobat marchent uniquement à l'envoi de produits ou au service offert. Vous n'avez pas de rémunération à mettre à côté. Donc, c'est vraiment l'avantage d'Acrobat, c'est que peu importe le nombre d'abonnés ou le taux d'engagement que vous allez cibler sur Acrobat, dans tous les cas, vous allez trouver un micro-influenceur qui fait du gifting pour vous aider à développer votre marque. Ok. Merci Ryan. Il y a encore Oui. une question. Riam nous demande est-ce qu'on peut demander à l'influenceur de ne pas collaborer avec d'autres concurrents le temps de la campagne? Alors, c'est très compliqué. Vous pouvez lui demander, de toute façon, ça ne coûte rien de demander, clairement. Vous pouvez lui dire, voilà, écoutez, moi, je vais prendre l'exemple d'une marque de cosmétiques. Moi, je veux que sur cette semaine, il n'y ait qu'une seule marque de cosmétiques qui soit promue, ça soit la mienne. Le micro-influenceur, je sais d'office ce qu'il va vous répondre, c'est oui, je veux bien. Par contre, le tarif du placement va être supérieur à ce qui est annoncé. Parce que vous, en gros, c'est ça. Vous demandez de l'exclusivité sur la semaine et sur le réseau du micro-influenceur. Donc, si vous demandez l'exclusivité, vous allez devoir payer en conséquence le prix. Donc, vous pouvez, ça se fait. Hein. Il y a beaucoup de marques qui demandent l'exclusivité sur une période donnée, même sur 2 jours ou même juste sur la journée pour être sûr. Par contre, ça peut augmenter le tarif du micro-influenceur. Et même pour le coup, si là, on marche sur du gifting, l'influenceur, juste sur du gifting, peut très bien dire non, pour le coup, je ne veux pas faire d'exclusivité. Ou alors, en plus du gifting, je vais demander justement une petite rémunération pour cette fameuse exclusivité. Super, c'est très clair. Merci beaucoup. On a eu beaucoup de questions. On voit que le sujet vous a passionné. J'en avais pas de doute. En tout cas, c'est vraiment top d'avoir autant de participation. Merci Ryan. Est-ce que pour conclure, tu peux nous donner un peu ton regard sur comment tu vois en 2022 l'influence? C'est quoi les grandes tendances? Où est-ce qu'il faut être? Qu'est-ce qu'il faut faire pour performer, pour réussir son marketing avec alors, pour moi, c'est vraiment de remettre de l'authenticité dans votre stratégie, que ce soit sur du marketing d'influence, sur des ads ou autres. C'est vraiment de remettre de l'authenticité et de l'humain au cœur de vos stratégies marketing. Et donc, peut-être de présenter votre entreprise sur TikTok, de faire des vidéos sur les coulisses de votre entreprise, de présenter vos employés, que vos employés prennent la parole sur LinkedIn. Également, c'est hyper important que vos employés prennent la parole sur LinkedIn. Ça favorisera également votre marketing de marque, donc c'est hyper important. Mais voilà, si aujourd'hui, les entreprises doivent être présentes quelque part sur un réseau social, ça sera TikTok, en remettant vraiment l'humain et l'authenticité au cœur de leur stratégie marketing, c'est hyper important. Super, merci Ryan. Ce sera le mot de la fin. Merci encore d'avoir passé ce temps avec nous pour le Digitalk. Merci. Et puis, tes coordonnées sont affichées. Je pense qu'on pourra partager la présentation aussi. Oui, possible, oui. Donc, vous trouverez toutes les infos dans la présentation. Le replay sera également disponible prochainement. Pour la suite, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain Digitalk dès la semaine prochaine où on va parler test utilisateur. Ce sera un peu plus technique, mais tout autant nécessaire pour comprendre comment on construit son produit, parce que le vendre, c'est une chose, mais déjà, il faut bien le construire. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour les tests utilisateurs dans le Digitalk. En mai, on va avoir d'autres sujets, notamment sur les relations presse et sur l'identité visuelle. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, allez vous inscrire à nos prochains webinaires. Je vous mets l'adresse dans le chat. Et la petite nouveauté pour les prochains jours, c'est que chez Digital War Valley, on fait des offres exclusives pour nos membres avec des services en ligne qui vous permettent de doper votre business. Et la semaine prochaine, on vous présentera Conto, qui est leader de services financiers en ligne. Et donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pareil, inscrivez-vous au webinaire. Il y aura une démo produit de Conto et d'autres viendront par la suite. Voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de semaine. À très bientôt. Ciao. Au revoir.